Bonsoir, voici les titres de ce journal. Lionel Jospin fait la leçon au Vert et à sa ministre Dominique Voynet. Devant l'Assemblée nationale, il affirme qu'il ne changera pas de politique concernant les sans-papiers. Notre invité, M. Henri Emmanuelli, nouveau patron d'un nouveau quotidien, le quotidien de la République. Jacques Médecin est mort, l'ancien maire de Nice, âgé de 70 ans, vivait en exil en Uruguay. Aux États-Unis, les producteurs de tabac acceptent de payer 206 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années pour échapper aux poursuites judiciaires pour atteinte à la santé publique. Jean-Pierre Papin met fin à sa carrière de footballeur professionnel. Il fut à Marseille, au Milan AC, au Bayern de Munich et en équipe de France, un avant-centre exceptionnel. Et puis nous commencerons par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, condamnant Jean-Marie Le Pen à 1 an d'inéligibilité, 3 mois de prison avec sursis et 5 000 francs d'amende pour violence sur personne dépositaire d'autorité publique. Les faits s'étaient produits au mois de mai 1997. Le président du Front National était accusé d'avoir violemment bousculé la candidate socialiste de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. L'arrêt de la Cour d'appel réduit les peines prononcées en première instance. À Versailles, les explications de Valérie Hermite avec Frédéric Delarue. C'est la suite du complot politico-judiciaire, s'est exclamé Samuel Maréchal, gendre de Jean-Marie Le Pen et seul membre de son état-major à s'être déplacé. 3 mois de prison avec sursis, 5 000 francs d'amende et 1 an d'inéligibilité. C'est une peine plus légère qu'en première instance puisque Jean-Marie Le Pen avait été condamné à 2 ans d'inéligibilité. Pour autant, cette décision satisfait Annette Pellevaste-Berjal, la candidate socialiste molestée par Jean-Marie Le Pen durant les législatives. Mais Jean-Marie Le Pen peut toujours se pourvoir en cassation. Un pourvoi qui suspendrait cette condamnation et qui pourrait permettre au président du Front National de se présenter aux européennes en juin 1999 et peut-être même aux présidentielles en 2002. C'est la 8e condamnation depuis 1991 de M. Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, celui-ci était à Strasbourg où il a qualifié la décision de la Cour d'appel de Versailles de gluante. Reportage à Strasbourg, Mickaël Darmon et Jean-Paul Chausset. Et là, vous allez dans votre bureau pour attendre la décision? Mais non, j'attends pas la décision, je m'en fous. Vous comprenez bien ça. Elle arrivera, elle sera ce qu'elle sera. Je ne m'inquiète pas de ça, vous savez. Quelques minutes avant la décision de la Cour d'appel, et le refrain est toujours le même depuis le début de la journée. Pas question pour Jean-Marie Le Pen en session au Parlement européen de laisser paraître ses craintes. Et on l'attend. Vous l'attendez bien? On l'attend, on l'aura dans 5 minutes. Bien. C'est plutôt du côté de ses lieutenants qu'on sent tout d'un coup que les événements s'accélèrent. Une information? C'est une réunion au premier. Au premier, où tous les députés FN rejoignent leur président. La nouvelle tombe alors en provenance de Versailles. Jean-Marie Le Pen reste inéligible, mais pour 1 an seulement. Et l'acteur Le Pen a soudain du mal à jouer la colère. Il y a eu une timide tentative vers la justice, mais les magistrats n'ont pas osé aller jusqu'au bout de leurs ordres. C'est une semi-confirmation avec une substitution de motifs qui, il faut bien le dire, est une invitation à aller en cassation. Le pourvoi en cassation signifierait la possibilité pour le patron du FN de conduire la liste pour les européennes. Ce serait aussi la fin du projet d'une candidature de Jeannie Le Pen, motif des affrontements actuels entre lepénistes et maigretistes. Il se trouve que je suis peut-être une des personnes qui a les rapports amicaux aussi bien avec Bruno Maigret qu'avec Jean-Marie Le Pen. Donc j'ai fait jouer ces rapports amicaux au maximum pour essayer d'empêcher une fracture. Parce que ce serait un mystère pour personne de dire qu'il n'y a pas eu des désaccords. Accélérer la reprise en main de son parti, revenir dans les cours électorales, le jugement de la Cour d'appel de Versailles redonne de l'oxygène au leader historique du Front National. Cet après-midi, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre, M. Lionel Jospin, a très fermement réaffirmé qu'il ne changerait pas de politique en matière d'immigration et qu'il ne répondrait donc pas favorablement aux demandes faites notamment par Charles Pasqua, mais aussi par les Verts et sa propre ministre, Dominique Voynet, de procéder à la régularisation de tous les sans-papiers. Le ton de M. Jospin était particulièrement ferme. Reportage Jean-Baptiste Prédaly, Pascal Caron. Les députés verts s'en doutaient bien, il devait y avoir une mise au point, un rappel à l'ordre et à la règle de la majorité, même plurielle. Ça n'a pas manqué, une question venue de la droite sur les sans-papiers, et Lionel Jospin réplique aux Verts et à son ministre, Dominique Voynet. Prendre une attitude qui consisterait à faire passer le message qu'en France, tout immigré arrivé en situation irrégulière pourrait être régularisé, serait un appel d'air formidable et donc une attitude totalement irresponsable. Je voudrais dire ici très clairement que je trouve irresponsable
L'attitude de ceux qui, dans une situation dramatique, poussent un certain nombre d'hommes et de femmes à utiliser la grève de la faim comme moyen ultime. Il ne faut jamais jouer avec la peau des autres par procuration et le gouvernement, lui, assumera ses responsabilités devant les problèmes de santé et d'intégrité. La position adoptée par le gouvernement, adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat après un vaste débat, cette position ne sera pas changée. Après un week-end sans réaction de Matignon, c'est l'heure de la leçon en public et sans ménagement. Dans les couloirs, les premiers concernés ne baissent pas le ton. Les sans-papiers méritent un peu plus de générosité. Nous le disons, nous le répétons, et ce ne sont pas les oukases du Premier ministre qui nous feront changer d'avis. Pour les socialistes, les positions de Dominique Voynet s'expliquent surtout par la campagne européenne. Après l'admonestation, on dédramatise. Il y a une politique qui s'applique et quand on est membre d'un gouvernement, on peut avoir des états d'âme, mais on accepte la politique qui est menée et c'est le cas. Ce soir, la droite souligne pour s'en réjouir la cacophonie à gauche. Il y a 2 jours, Dominique Voynet évoquait sa position inconfortable dans le gouvernement. Cet après-midi, elle a été servie. Gérard Leclerc, c'était silence dans les rangs cet après-midi. Oui, écoutez, si Lionel Jospin s'est livré à ce brutal et sans précédent rappel à l'ordre, c'est qu'il estime que les déclarations de Dominique Voynet ce week-end ont porté atteinte à l'essentiel, la cohérence de la politique gouvernementale. Sujet ô combien sensible, l'immigration est citée en exemple de la méthode Jospin. Selon ses défenseurs, une large concertation avant la fixation de règles qui doivent s'appliquer. Dominique Voynet y a été largement associée, elle doit donc l'assumer et ses amis ne pas en rajouter dans la critique. Une mise en garde qui vaut pour toute la majorité à la veille d'une campagne européenne toujours propice au dérapage. Et puis cette administration du Premier ministre, elle s'adresse aussi à l'opinion publique. À l'opinion publique, quelles que soient les pressions et les manifestations, le gouvernement ne changera pas de politique sur l'immigration. Ça veut dire, rassurez-moi, qu'il n'y a pas de crise. Écoutez, ça paraît peu probable en tout cas. Côté Matignon, un conseiller utilise la métaphore tennistique. Dominique Voynet était montée trop fort au filet, elle s'est pris un passing shot, mais l'incident est clos. Chez les Verts, si on n'apprécie pas le coup de règle sur les doigts, personne aujourd'hui ne remet en cause l'engagement au sein du gouvernement et dans la majorité, mais précisons, une majorité plurielle où chacun doit pouvoir continuer à faire entendre sa différence. Merci Gérard. Dans plusieurs villes de France, des personnes désireuses d'obtenir des papiers observent des grèves de la faim. Aujourd'hui, en fin de matinée à Bordeaux, à l'église Saint-Paul, officiellement pour des raisons humanitaires, la préfecture de la Gironde a fait évacuer les derniers grévistes de la faim. Reportage Éric Perrin et Philippe Dumeil. Après 69 jours de grève de la faim, l'évacuation vers des hôpitaux s'est passée calmement avec l'accord des grévistes. Pour convaincre les 7 derniers sans-papiers en grève de la faim, la préfecture leur a donné une lettre les autorisant à séjourner en France le temps de leur établissement. Mais précise-t-elle, pas question de revenir sur la première décision, ils étaient et restent non régularisables. C'est une simple lettre à l'entête de la préfecture et contrairement à ce qu'il avait été évoqué, ce n'est pas une autorisation provisoire de séjour. L'église Saint-Paul des Pères dominicains les avait accueillis. Un collectif et de nombreuses personnalités, dont le cardinal de Bordeaux, les soutenaient. Soutien aujourd'hui mis en cause par le préfet. Le comité de soutien, les dominicains, je dirais presque au-delà des dominicains, l'Église a une responsabilité pénale. Et si nous avions eu à déplorer un acte très grave, le décès d'entre eux, on aurait cherché des responsabilités. On aurait certainement essayé de mettre en cause le gouvernement, accessoirement le préfet, alors que la responsabilité vient peut-être aussi de ceux qui les ont engagés dans ce conflit. Ce soir, du côté du collectif, on souligne la responsabilité du gouvernement. C'est eux qui avaient des promesses électorales, ils les ont fait sortir du bois, ils ont fait des déclarations, des demandes de régularisation, ils se sont mis à découvert et il y en a plus de la moitié aujourd'hui qui se retrouvent à redevenir des clandestins. 6 des 7 sans-papiers évacués ce matin ont annoncé qu'ils continuaient à l'hôpital leur grève de la faim. Et puis à la suite de l'annonce par le gouvernement italien d'une régularisation possible de la situation de 38 000 personnes sans papier résidentes en Italie, on a constaté ces derniers jours un afflux de clandestins à la frontière franco-italienne. Les mesures de sécurité ont été renforcées, notamment à Vintimille, où plusieurs personnes d'origine chinoise tentaient leur chance. Reportage Olivier Théron et Diane Richard. Au poste frontière de Vintimille, les carabiniers sont en alerte. Les voitures suspectes immédiatement prises en chasse. Là, ce sont 4 Asiatiques qui ont tenté de passer. Interceptés en situation irrégulière, ils vont être amenés au commissariat de Vintimille.
Dans le sud-est, ils sont 1 millier à avoir été arrêtés depuis le début du mois. Les sans-papiers de toute l'Europe veulent profiter des 38 000 régularisations annoncées par l'Italie. Dans les couloirs du commissariat central, c'est l'affluence chinois, indiens, pakistanais, colombiens, algériens. Avec de petites valises, ils espéraient que leur séjour italien soit court, mais pas à ce point. Ils seront renvoyés vers la France le plus tôt possible. Et puis il y a aussi les passeurs, ceux qui profitent de la situation. En peu de jours, on a arrêté 19 personnes, dont 13 avaient été dénoncées. Ils sont de nationalités diverses, 4 Chinois, un Russe, un Pakistanais, et on a aussi arrêté 2 taxis de Menton qui avaient amené des sans-papiers. Ces 8 Chinois résidant en France voulaient s'approprier le marché du passage clandestin à Nice. Ils ont été arrêtés après avoir séquestré 7 de leurs ressortissants dans un hôtel. Ils exigeaient une rançon de 35 000 $. C'est dans des hôtels près de la gare que les sans-papiers se réfugient pour attendre le bon moment. En général, ils sont pleins de lire. Ça, pour moi, c'est maintenant un facteur clair. Et puis, en général, bon, ils ne parlent pas très bien français. Et ils veulent absolument pas visiter la chambre, quoi. Ils nous n'importe quoi. Les services français sont rarement confrontés à ce flux migratoire inversé. Chaque jour, les autorités italiennes leur remettent des clandestins. Si l'intéressé est démuni de documents et une infraction au niveau des textes de Schengen, il est invité à quitter le territoire national et l'espace Schengen. Invité, mais pas contraint. Relâché, le sans-papier peut tenter à nouveau de partir vers l'Italie. Cet étrange ballet va continuer jusqu'au 15 décembre, date butoir en Italie pour les régularisations. C'est rare, un nouveau quotidien dans les kiosques en France, le quotidien de la République. Et à sa tête, Henri Emmanuelli. Henri Emmanuelli, bonsoir. Bonsoir. Alors moi je suis très étonné parce que vous n'avez jamais été très tendre avec les journalistes et vous voici du côté des journalistes maintenant. Ben, je ne sais pas pourquoi on dit que j'ai jamais été très tendre avec les journalistes. Peut-être parce que je m'exprime avec véhémence. Non, mais vous critiquez la manière dont les journalistes traitaient les affaires, parlaient de la gauche. Pas tous. J'ai eu l'occasion, et je répète, de dire que dans les démêlés que j'ai eus avec la justice, et qui sont, je crois, connus aujourd'hui à peu près tous les Français, il y a eu des comportements très différents. Il y a eu des gens qui ont été très corrects, il y en a eu d'autres qui l'ont été moins. Donc, il n'y a pas les journalistes, hein. Il n'y a pas la classe politique, les journalistes, il y a de bons et de mauvais journalistes. Oui, comme il y a de bons et de mauvais hommes politiques. Voilà. Alors pourquoi vous lancer dans cette aventure risquée? On sait qu'en France c'est risqué, un quotidien. Est-ce que c'est pour attendre de ne plus être inéligible et donc c'est pour 2 ans ou est-ce que c'est parce que vous croyez vraiment qu'il y a une possibilité de faire un J'avais envie depuis longtemps. Moi j'aime l'entreprise, j'aime le débat public, je m'y suis habitué au débat politique, au débat public en général, d'ailleurs qui va au-delà du politique. Et puis j'aime l'écrit. Et je me suis dit, il y a un endroit où on trouve les trois, c'est un journal, un quotidien. Alors pourquoi un quotidien? Parce que c'est ce qui est effectivement de plus difficile. Parce que j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que c'est le terrain, quoi. C'est au ras des pâquerettes, c'est tous les jours, et ça permet d'aider. Enfin, je vous remercie, de temps en temps on s'élève au-dessus des pâquerettes. Il y a la télévision qui, elle, est en permanence dans les nuages et regarde d'un œil. Et vous allez faire de la politique avec ce journal? Je voudrais que ce soit un journal, bon, d'abord un journal c'est fait pour donner de l'information, mais je souhaiterais quand même qu'il soit engagé. C'est-à-dire, je ne crois pas beaucoup à l'objectivité, c'est-à-dire aux gens qui disent nous, on n'est ni de droite, ni de gauche, ni du dessus, ni du dessous, on n'est nulle part. On est l'œil critique qui regarde vivre le monde. J'y crois pas trop. Je pense que rien que choisir les sujets, la manière dont on les traite, tout ça, ce sont déjà des choix. Alors ce journal, il a l'ambition d'être de gauche. Il lui reste à prouver qu'il l'est, parce que se proclamer de gauche ou de droite d'ailleurs, c'est facile. Ce qui est plus compliqué après, à mon avis, c'est de le démontrer par des prises de position, par un certain traitement d'information. Faisons de la politique et prise de position. Lionel Jospin, campagne électorale 97, dit abrogation des lois Pasqua, et alors là vraiment, dit ça va beaucoup changer. Et moralité, ce soir, c'est un coup de règle sur les doigts et on ne change pas et surtout on ne régularise pas. Vous en pensez quoi? J'en pense, on en a discuté dans la rédaction parce que ce journal ne sera pas la Pravda, ni la voix d'Henri Emmanuelli. Enfin, Henri Emmanuelli, il a une pensée là-dessus. Il y a des jeunes journalistes, vous les connaissez bien, ils ont leur opinion. Nous avons évoqué ce problème des sans-papiers. Moi, dans le Parti Socialiste, avant le programme, j'avais une position qui était des quotas d'immigration. On m'a dit, il ne faut pas employer ce mot, il est très laid. Mais je ne crois pas à l'immigration zéro. C'est-à-dire que je ne crois pas que des pays riches comme les nôtres, ceux d'Europe, pour faire vite,
vont pouvoir résister de toutes leurs forces à la pression des populations qui vivent dans des pays très pauvres, où les gens sont très malheureux. Donc on sera obligé d'en accepter. Voilà, je préférerais, pour ce qui me concerne, qu'on dise on accepte un certain nombre de gens par an. Et alors, les sans-papiers... Mais là, on fait quoi des sans-papiers? Les sans-papiers... Les sans-papiers qu'on ne régularise pas, qui vont rester en France. Moi, les 70 000 qui vont rester en France. Je suis désolé, je vais faire de la peine peut-être un peu au Premier ministre, mais je pense qu'il faudrait les régulariser. Faudrait les régulariser. Attendez tous, il faut peut-être regarder s'il n'y a pas des gens là-dedans qui... Mais vous êtes plus proche de la position de Dominique Voynet que celle de Lionel Jospin. Je ne suis pas proche de la position de Dominique Voynet, je suis proche de ma position, qui est de dire ce problème des sans-papiers est en train de dégrader l'atmosphère, les choses vont plutôt bien par ailleurs, et là il y a un abcès de fixation. Faut-il persister dans l'attitude qu'on a utilisée, qu'on a eue jusqu'à maintenant? Moi j'en suis pas certain, mais je dis bien, régulariser des sans-papiers n'aurait pas grand sens si derrière on n'annonçait pas qu'on a une politique de l'immigration. Juste une question avant de vous laisser retourner à votre journal. Roland Dumas doit démissionner ou pas? Moi je ne suis pas juge et je me souviens toujours du texte j'ai lu l'éditorial aujourd'hui de, pas s'il faut dire mon collègue ou mon confrère, Serge Julie dans IB. Camus expliquait en 1947 qu'il y a une chose que les journalistes ne doivent pas faire, c'est le travail des policiers ou le travail des juges. Alors, moi, je n'ai pas d'avis. Il y a une procédure judiciaire contre Roland Dumas. Je souhaiterais quand même qu'elle aille jusqu'à son terme. Ce que je ne voudrais pas, en somme, c'est que finalement, on traite sur le plan médiatique une affaire qui, jusqu'à nouvel ordre, relève du judiciaire. Voilà, ben on retrouvera La République à partir de demain dans les kiosques tous les jours. Merci Henri Mennelly. Merci à vous. L'ancien maire de Nice, Jacques Médecin, est mort. Il était âgé de 70 ans et hospitalisé depuis dimanche à Punta del Este, une ville située dans l'est de l'Uruguay. Monsieur Médecin s'était exilé dans ce pays après ses condamnations pour fraude dans sa gestion municipale et son emprisonnement pendant 1 an. Rappelle Yasmina Farber. Certains Niçois l'appelaient Djakou, un diminutif familial pour celui qui aura régné 24 ans sur la baie des Anges. Je pense très sincèrement que Jacques est resté quand même extraordinairement présent dans l'esprit des Niçois, quoi. Jacques Médecin prend la suite de son père à la mairie de Nice en 1966. Le jeune journaliste radio est un beau parleur, il collectionne les succès politiques, change régulièrement de famille. PR, RPR, puis Centre national des indépendants, Médecin a un style, ne fait pas dans la nuance. Mais la France va être envahie par tous les macaques qui n'ont rien d'autre à faire que de venir vivre chez nous, aux frais du contribuable. Proche du Front National, dont il dit partager les thèses à 99%, Jacques Médecin fera régulièrement scandale. Je ne connais pas un Israélite qui refuse un cadeau qu'on lui offre, même si le cadeau ne lui plaît pas. Mais les Niçois restent solidaires. Médecin, c'est l'homme fort de la Côte d'Azur. Président du Conseil général, il se lance dans de grands travaux à Nice. Les affaires vont pourtant rattraper le flambeur. C'est le scandale des associations, la pompe à finances du système Médecin. Le Niçois a une autre vie outre-Atlantique, des villas en Californie, des comptes en banque sur lesquels transitent les subventions de l'opéra. Inculpé d'ingérence, le maire démissionne et prend la fuite pour l'Uruguay. Je veux que les Niçois et les Niçoises considèrent que je suis mort dans la nuit du 14 au 15, ou plutôt du 15 au 16, je ne sais plus exactement les dates parce que je suis loin de la maison et il y a des décalages horaires, dans la nuit du 15 au 16 septembre, et si j'étais mort dans mon lit ou d'un accident d'avion, il faudrait bien qu'il se débrouille tout seul. Je dirais simplement que ce qui est le plus réjouissant pour moi, c'est que primo, je ne suis pas mort, et secondo, j'assiste au spectacle. Et je dois vous dire que c'est pas triste. La justice n'enterre pas Jacques Médecin si vite. Arrêté à Punta del Este, il est extradé vers la France. Les caméras ne l'ont pas oublié. Condamné à 2 ans de prison à Grenoble, il retrouve la liberté en 1995, mais il ne reverra pas Nice. C'est une nouvelle bouleversante pour moi, bien sûr. Jacques était un ami, un adversaire. On s'est aimé, on s'est brouillé, on s'est re-aimé. Retiré des affaires, Jacques Médecin s'est éteint dans sa villa de Punta del Este. En bon Nissart, il avait confié avec humour ses dernières volontés, être incinéré, puis enterré dans un bocal à anchois. Le ministre de l'économie, M. Dominique Strauss-Kahn, a souhaité que les dirigeants de la CEITA trouvent d'autres solutions que la fermeture des sites de Morlaix et de Tonneins. M. Strauss-Kahn a ajouté que l'État ferait en sorte que de nouvelles propositions soient faites en tenant compte de l'emploi. Et puis le groupe Topson CSF a confirmé cet après-midi qu'il envisageait de supprimer 1130 emplois. Cette décision serait effective dans les 2 années à venir dans les activités de radar et contre-mesure.
Ouverture du congrès des maires de France. Cette association en est à son 81e congrès et doit renouveler son président. Le sortant Jean-Paul Delevoye, qui est RPR, maire de Bapaume dans le Pas-de-Calais, est favori. Mais à l'occasion de ce congrès, la lassitude des maires de France s'exprime. Ainsi, un sondage réalisé par Ipsos et publié par la revue Le Courrier des maires révèle, comme vous pouvez le constater, que 45% d'entre eux n'ont pas l'intention de se représenter. Ils mettent en avant les complexités des réglementations et les responsabilités lourdes qu'ils encourent face à la justice. Illustration de la lassitude des maires, une sorte de crise de vocation des élus, avec le reportage d'Arnaud Boutet et Éric Georgeot. Lorsque Roger Wetzel revient ici, le vacarme de la station d'épuration réveille l'épisode le plus douloureux de sa carrière de maire. En 92, cette pompe tombe en panne. La commune, propriétaire du site, contacte alors la direction départementale de l'agriculture et de la forêt chargée de la maintenance. Pas question de réparer, leur dit-on, il faut d'abord effectuer un diagnostic. Il viendra 2 ans plus tard. Entre-temps, les déchets de Morsbronn-les-Bains polluent la rivière et les pêcheurs portent plainte. Monsieur le maire est condamné à 20 000 francs d'amende. On a envie de jeter les clés de la mairie. C'est-à-dire de tout balancer et de les secourir, voilà. Ça, c'est une réaction, ouais, effectivement, que j'avais, voilà. Mais Roger Wetzel est resté. Plus au sud, dans le département des Vosges, la crise prend une tournure inquiétante. Ici, on compte une démission de maire par mois. Christian Rinaldi a 43 ans. En 95, il devient maire de Cleury, une bourgade aux portes d'Épinal. Et pourtant, Christian Rinaldi n'était pas candidat. Les conseillers municipaux ont souhaité que je devienne maire, sans m'en parler en plus. Je l'ai découvert au moment des élections. Par devoir, il relève le défi et accepte sa nouvelle charge. Mais très vite, ce fonctionnaire de l'éducation nationale est débordé. Trop de travail. Comme ça. Avec des journées qui démarraient à 7 h du matin et qui se terminaient très tard le soir. Et avec beaucoup de soucis, beaucoup de pression et puis le sentiment de, quelquefois, parce que je découvrais l'activité, d'être, d'être non pas en difficulté, mais d'être un peu seul, quoi. Résultat, Christian Rinaldi démissionne 4 mois plus tard. Je n'ai jamais entendu autant de jeunes maires me dire c'est le premier mandat, il n'y en aura pas 2. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui les textes deviennent tellement compliqués et les responsabilités pèsent sur les épaules du maire parce que tout le monde prend le parapluie, il n'y a que le maire qui est obligé de prendre la décision. Lui refuse de baisser les bras, alors il se bat. Cette casse de voiture pollue sa commune, monsieur le maire porte plainte et il attend la décision de justice pour exiger sa fermeture. Voilà 28 ans qu'il porte son écharpe de maire. Aujourd'hui, les problèmes n'ont pas changé, mais le moindre différend se règle devant les tribunaux. Et cela prend du temps, beaucoup trop. Je pense que dans la situation actuelle de notre législation, il n'y a pas de réponse contre les récalcitrants, contre les marginaux, contre ceux qui finalement se moquent complètement de la loi. Alors, face à la crise, beaucoup préconisent de redéfinir le rôle du maire et surtout de limiter les risques de sa fonction. À Air France, le conflit engagé entre les stewards et hôtesses et la direction a perturbé les vols au départ de Paris. Environ 1 avion sur 2 a été annulé. Les revendications portent sur l'amélioration des périodes de repos et la refonte de la grille salariale et puis aussi la réduction du temps de travail. Et puis à France 2, depuis hier, les techniciens monteurs d'images de l'actualité sont en grève. Ils demandent une amélioration de leurs conditions de travail et puis de leur rémunération. Des discussions sont en cours. Le président Jacques Chirac est rentré à Paris après avoir eu, en moins de 48 heures, pu constater sur place au Nicaragua, ici notamment en compagnie de Mme Hillary Clinton et du président nicaraguayen. Il s'est rendu ensuite au Honduras, au Salvador, pour constater les dégâts causés par le cyclone Mitch. M. Chirac a annoncé, a confirmé que la France avait décidé d'annuler les dettes de ces pays par solidarité. Et puis le président français s'est rendu sur place, il est allé visiter des refuges de sinistrés. Et puis le travail fait par les secouristes français, notamment de la sécurité civile. Aux États-Unis, les industriels du tabac étaient menacés de poursuites judiciaires pour avoir porté atteinte à la santé des citoyens américains. Ils ont préféré transiger. Ils seraient sur le point de signer un accord dans lequel ils s'engageraient à payer 206 milliards de dollars, soit plus de 1150 milliards de francs, mais sur 25 ans. Ces chiffres sont évidemment faramineux, mais les bénéfices des industriels du tabac sont bien au-dessus. Reportage aux États-Unis de notre correspondant Philippe Gassou. Grâce au versement de 1200 milliards de francs, c'est-à-dire presque le budget de la France, ces publicités devraient disparaître des murs de 8 États américains.
à savoir l'État de New York, de Californie, de Washington, Caroline du Nord, Dakota du Nord, Colorado, Oklahoma et Pennsylvanie. Les compagnies de tabac sont prêtes à avancer cette énorme somme en échange d'une sorte d'impunité. L'accord devrait s'étaler sur 25 ans. La gigantesque contribution de l'industrie du tabac a pour but de compenser les dépenses occasionnées par le tabagisme, rembourser en quelque sorte les dépenses de santé liées à la cigarette. Le grand promoteur des campagnes anti-tabac aux États-Unis n'est autre que le président lui-même, qui pense que l'accord en vue n'est qu'un début. Cet accord entre le procureur de l'État de Washington et les compagnies de tabac est clairement un pas en avant pour notre pays. Il montre pour la première fois que les sociétés de tabac sont financièrement responsables des dommages que leurs produits occasionnent à la santé de la nation. Pourtant, de nombreuses associations anti-tabac pensent que l'accord est un marché de dupes. La plupart des associations anti-tabac considèrent que l'accord est insuffisant, car il ne contient pas de dispositions concernant la protection des jeunes. Il donne à l'industrie du tabac l'immunité, ce qu'elle ne devrait pas avoir. Et de nombreuses concessions sont en fait de la poudre aux yeux. Aux États-Unis, 3000 jeunes commencent à fumer chaque jour. Ils seront le fonds de commerce de l'industrie du tabac, donc la cible numéro 1. Les États américains intéressés, c'est-à-dire la quasi-totalité, devront se faire connaître avant le 20 novembre prochain. Quant aux compagnies de tabac, si elles veulent rentrer dans leurs frais, il faudra qu'elles augmentent le paquet de cigarettes d'1,80 € seulement. Symbole de la fusion des deux groupes d'automobiles Chrysler et Daimler-Benz. Aujourd'hui, Chrysler disparaissait de la bourse de New York. Le troisième constructeur automobile mondial, l'américain Chrysler, passe sous la coupe du géant allemand Daimler-Benz. Cet événement a été salué à la fois à la bourse de New York et puis à celle de Francfort. À Bagdad, en Irak, les experts en désarmement de l'ONU sont revenus. 86 membres de la commission spéciale chargée de vérifier le désarmement de l'Irak sont arrivés près de la capitale irakienne, sur l'aéroport. La veille, quelques 120 employés du programme humanitaire de l'ONU étaient également de retour à Bagdad. Le travail de ces experts doit reprendre très rapidement. En Algérie, mouvement de grève dans les universités. Depuis une semaine, les enseignants ont arrêté leurs cours en réclamant des augmentations de salaire et l'attribution de logements. Les étudiants se sont également mis en grève. Et puis à cette paralysie des universités que vous pouvez constater, se sont ajoutés ces dernières semaines des débrayages à Air Algérie, ainsi que dans la métallurgie, et l'absence depuis une dizaine de jours de 7 titres des journaux de la presse privée. En France, à Grenoble, 3 ans après le suicide présumé de 16 personnes, dont 3 enfants, membres de l'ordre du Temple solaire, OTS, dans le Vercors, le juge chargé de l'instruction de ce drame avait convoqué les familles des victimes. Celles-ci voulaient écouter les différents rapports d'experts pour tenter de comprendre les circonstances de la mort collective organisée par la secte. Reportage à Grenoble, Benoît Gadret, Didier Guyot. 3 ans après la mort de sa femme et de son fils, Jean Vuarnet, l'ancien champion de ski, est toujours en quête de vérité. Avec son deuxième fils, il est venu entendre les conclusions des experts nommés dans cette affaire. Vous attendez beaucoup, plein de questions qui restent encore en suspens. Répondre aux questions que les familles se posent. Pendant 4 heures, les experts ont livré leur analyse scientifique sur le déroulement du massacre. Un massacre que les gendarmes ont découvert dans le massif du Vercors le 23 décembre 1995. 16 corps calcinés, dont ceux de 3 enfants. Selon les enquêteurs, les adeptes se seraient rendus de leur plein gré à ce rendez-vous avec la mort. C'est un policier français et un architecte suisse qui auraient exécuté leurs codisciples avant de se suicider. Les adeptes avaient auparavant avalé des neuroleptiques. 2 femmes ont, semble-t-il, résisté pour éviter cette mort très organisée. De préparation, il y a eu, quoi qu'il arrive. Préparation par qui? C'est ça qu'il faut déterminer. Par les gens qui sont morts lors de ce 16 décembre ou par des personnes extérieures? C'est ça qu'il faut déterminer. Pour les enquêteurs, rien ne permet de penser que des complices encore en vie aient participé à ce massacre. Une thèse que réfutent certaines parties civiles. Les familles réagissent avec leur psychologie propre. Certains sont absolument convaincus qu'il y a une intervention extérieure. D'autres écoutent, se posent des questions, et c'est vrai qu'il y a eu des moments très difficiles, des moments très forts. À ce jour, 2 proches de l'OTS, dont le chef d'orchestre Michel Tabachnik, ont été mis en examen. Une mise en cause en marge du dossier sans rapport avec l'organisation du massacre. D'où le dilemme pour le juge d'instruction Luc Fontaine. Faut-il organiser un procès à caractère pédagogique, mais sans véritable accusé?
Jusqu'à dimanche prochain, la France organise une semaine européenne de prévention des toxicomanies. Il s'agit surtout de sensibiliser les plus jeunes au problème de la drogue, avec des initiatives très originales. Ainsi, ce spectacle de mime qui veut conduire les enfants à s'interroger et à débattre sur la notion de dépendance. C'est un spectacle qui ressemble à un conte africain où, au début de l'histoire, la drogue paraît une bonne chose. Titre du spectacle, Les pieds dans la confiture. Reportage Valérie Gaget, Mathieu Dréjoux, au collège de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. C'est l'histoire d'un pot de confiture magique. À chaque fois qu'il tapait sur le tambour, il y avait un pot de confiture qui sortait. Et puis à chaque fois qu'il tapait le tambour, ça grandissait. L'histoire d'un mime trop gourmand. Au début, j'ai cru que c'était de la confiture, mais en fait, c'est de la drogue. Et puis, en fait, il peut plus s'en sortir de la drogue. Au troisième pot, le mime perd tout contrôle. Les enfants commencent à rire jaune, ils comprennent qu'il est en manque. Quand j'en avais pas, j'étais agressif? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi ça me rendait agressif? Parce que vous en voulez, vous ne pouvez pas en avoir. Vous pouvez plus vous en passer. Oui, je peux plus m'en passer, ouais. Qui pourrait être le musicien dans la vie? Son père? Notre corps, Son frère, son ami? Toi tu dis notre cerveau? C'est toujours la crainte des adultes, que les enfants auxquels ils s'adressent ne comprennent pas le sens et la métaphore qui est donnée dans ce spectacle. Vous avez pu constater, et chacun peut constater lors des débats, que la lisibilité de ce spectacle est totale pour les enfants, qui, chacun à leur niveau, et au niveau de langage ou de son, ont vu, compris et ressenti tous les moments et les représentations qu'on peut avoir de la dépendance. Les enfants traversent le pot sans le voir. Le mime, lui, se cogne comme dans un mur. Pourquoi il y en avait qui traversaient le pot? Quand nous, on n'est pas drogué, on peut aller partout, on est libre. Le mime, prisonnier de son vice, finira par s'en sortir. Et pour les enfants, l'émotion ressentie pendant le spectacle sera un bon préalable à la réflexion. Sport, football, Jean-Pierre Papin cesse d'être cet avant-centre talentueux de l'équipe de France, de Marseille, de Milan, du Bayern de Munich, de Bordeaux, puis de Guingamp. À 35 ans, il s'arrête. C'est un jour triste pour lui. Écoutez-le. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour très triste parce que, effectivement, j'arrête ma carrière professionnelle ce 17 novembre. Et c'est vrai que c'est un jour très particulier parce que c'est un métier qui m'a donné énormément de satisfaction, de grande joie, de grand bonheur, de grande tristesse aussi, mais je crois qu'après tout ça, je regrette rien. Je crois que j'ai rêvé beaucoup, j'ai eu tout ce que j'ai eu dans ma vie grâce au football, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dire que j'arrête, c'est pas facile. Alors pour ceux qui apprécient le football, Jean-Pierre Papin fut l'un des meilleurs avant-centres de l'histoire du football français. 325 buts marqués en 580 matchs, des clubs internationaux prestigieux comme l'OM et le Milan AC, un ballon d'or, mais aussi un engagement personnel généreux en faveur des enfants atteints de troubles moteurs cérébraux. Ciao Papin, comme l'a écrit l'équipe ce matin, et puis revoyons les papinades du temps de l'Olympique de Marseille avec le reportage de Jacques Cardoz. Droit au but, droit au cœur. La devise du club, la devise du joueur. Entre Marseille et Papin, c'est une histoire de but et de cœur, une histoire d'autographe et de bisous. Il n'y a que Marseille qui peut donner une telle sensation et tel engouement pour le football. À partir de là, je crois qu'eux, ils vivent pour le football et puis nous, on vit pour eux. Je crois que c'est une osmose parfaite. Une première coupe, une première fête au Vélodrome. 89, le club réalise le doublé Coupe Championnat. Papin vient de signer un triplé retentissant contre Monaco en finale de la Coupe de France. Sur la Canebière, le défilé des embrassades commence. Papin, comme la bonne mère, est dans tous les cœurs. Encore un bisou. C'est cette même année qu'une figure connue des amateurs de football va prendre son nom. Désormais, on ne dit plus bicyclette ou retournée, mais papinade. Un terme inventé par un journaliste du Provençal. Papin devient une machine à but. Avec l'OM, il en inscrit 181. Sacré meilleur buteur, il est le premier Français évoluant dans l'Hexagone à obtenir le Ballon d'Or. Le 11 d'or 1991 de Jean-Pierre Papin. Voilà.
Pourtant, quelques mois plus tôt, JPP a essuyé sans doute l'un des plus gros revers de sa carrière. Il va manquer un pénalty en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Marseille en a gros sur le cœur. En 2 minutes 2 heures, perdre au pénalty, c'est pas normal. On va refaire un match. Je suis désolé, c'est pas normal. Maudit Papin qui devra attendre 2 ans de plus pour remporter sa première Coupe d'Europe. Mais il restera l'un des plus grands joueurs du football français, un buteur né, un homme de cœur qui va se consacrer désormais à son association, le Neuf de Cœur. L'association s'appelle effectivement Neuf de Cœur, 9 comme son numéro de joueur. Nous vous donnons les coordonnées, Neuf de Cœur, 2 rue Bronlin, c'est 33 310 à Lormont, téléphone 05 57 80 99 pour 68 pour encourager Jean-Pierre Papin et sa fondation. Vente à Paris du manuscrit d'une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Ce texte qui date de 1873 a été adjugé à 2,9 millions de francs. L'ouvrage est préempté par la Bibliothèque nationale et ne pouvait donc pas être exporté hors de France. Et puis au cours de la même vente, des poèmes manuscrits de Rimbaud ont été proposés. Enfin, comme tous les 33 ans, chacun le sait, notre planète Terre va traverser le sillage d'une comète appelée Temple Tuttle. Nous aurons donc droit à une pluie de débris poussiéreux qui s'enflamment dans l'atmosphère. Nous autres terriens pourrons rêver devant ces étoiles filantes, les Léonides. Cette nuit, ça devrait être un très beau spectacle, mais aussi une période à risque pour les satellites qui pourraient être atteints par un bombardement de particules enflammées. Fin de ce journal, je vous rappelle plusieurs titres que nous avons développés depuis 20 heures. Lionel Jospin affirme qu'il ne changera pas de politique en matière de régularisation des sans-papiers. Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, est déclaré inéligible pour 1 an par la Cour d'appel de Versailles, mais il sera candidat aux prochaines élections européennes. Et puis la mort de Jacques Médecin, l'ancien maire de Nice, est décédé en Uruguay, pays où il s'était exilé. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet. À 20h50, le Canardeur avec Clint Eastwood. À 23h05, Place de la République, présenté par Gilles Schneider et Yamina Benguigui. À 0h30, le dernier journal vous sera présenté par Christophe Tortora, suivi du Cercle de Philippe Lefay. À 7h50, demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le réalisateur Claude Lelouch pour son dernier film, Hasard ou Coïncidence. Et puis à 13h, vous retrouvez Carole Gessler. À demain 20h. Bonsoir, merci.